Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver en ce 1er mai, j'espère que vous pouvez être chez vous et vous reposer tranquille, si vous bossez, que ça va quand même, que vous gérez bien, et je vous retrouve pour les top et flops du mois d'avril. Si j'ai une voix un peu bizarre, c'est normal, j'ai une petite angine, je suis déjà contente de plus avoir mal à la gorge et de pouvoir parler, c'est juste pour dire, moi j'ai l'impression de m'entendre, j'ai l'impression d'avoir une voix de robot, mais j'espère que ça va aller. Alors je vous fais un petit sommaire, attention, je vais vous parler de cheveux, de vidéos, de ciné, de podcasts et de lecture. Alors, je vais commencer par les cheveux, je suis trop contente. Je vous fais un petit teaser de fou. Il y a Caddy, la marque de Henné, qui m'a écrit et je vous prépare, mais on prépare ensemble une petite vidéo partenariat où je vais me colorer. C'est la teinte châtain clair cuivré. Ça fait un petit moment que j'y repense. Le roux, je l'ai porté beaucoup plus jeune. Je m'étais fait un Henné cuivré il y a quelques années maintenant, mais j'avais tellement peur que les résultats soient trop vifs, etc., que j'avais pas laissé poser longtemps. Donc là, j'espère, je planifie de faire la vraie routine, bien laisser poser, etc. Je sais que c'est une couleur que beaucoup de gens ont envie de se faire, donc je pense que voilà, ça pourra aussi vous intéresser. Je suis très contente, donc je vais essayer de le faire, là on est samedi, je vais essayer de le faire demain, pour que la vidéo sorte peut-être dans 15 jours ou 3 semaines, je sais pas. Vous verrez bien, mais je pense que de toute façon ce sera avant les prochains top et flop. J'ai trop hâte d'essayer. Ensuite, en vidéo, j'ai regardé les vidéos qui sont diffusées sur la chaîne de Arte, qui s'appelle Libre, et c'est une petite série animée qui est créée par Ovidi. Les dessins sont de Digli, et ça parle du couple, de la relation au corps, des injonctions, des règles, etc. Enfin de plein de sujets en format vraiment mini. Et alors je les trouve déjà ultra bien faites. Les musiques, les voix, le doublage, tous les personnages, vraiment gros coup de cœur. Il y a Shirley Soignon notamment, il y a Océan qui fait des voix aussi, il y a Ovidie elle-même évidemment. Les dessins, je suis fan. Il y a de l'humour, etc. Enfin, je les trouve vraiment très bien faites. Si jamais vous les avez vues, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, ce que vous en pensez et tout. Moi, je les trouve très cool. Ensuite, je suis allée au ciné. Alors, c'est bien parce qu'il y a un waouh et un Donc je vais commencer par le waouh. C'est un documentaire, je sais pas s'il est encore en salle, mais ça s'appelait Toute la beauté et le sang versé. Et en anglais, c'était All the Beauty and the Bloodshed. C'était trop. Alors, j'allais dire beau, non, c'était pas trop beau, c'était très fort et très puissant. Du coup, c'est la photographe Nan Golding qui raconte son parcours. Elle raconte sa vie dans les années 80, artiste dans la communauté LGBT à New York, donc à vivre dans des squats, à être entourée d'artistes toute la journée, à sortir avec plein de gens très originaux, très marginaux par rapport à la société mainstream de l'époque. Et en parallèle, elle parle évidemment de l'épidémie du sida dans les années 80 et des laboratoires Sackler, qui ont mis sur le marché plein de médicaments opiacés qui rendent visiblement extrêmement accro très vite et qui ont provoqué aussi beaucoup de morts, notamment à cette époque, mais encore aujourd'hui. Et c'est son combat contre ces institutions, contre ces laboratoires. C'est la famille Sackler qui est toujours propriétaire de ces laboratoires et qui blanchissent un peu leur image. C'est pas complexe, mais c'est qu'il y a plusieurs sujets en fait dans le même documentaire et tout est entremêlé et c'est ça qui est assez fort je trouve. Et en fait, elle dit qu'ils blanchissent leur image de gros laboratoires pharmaceutiques qui profitent un peu des gens qui sont malades en faisant du mécénat auprès de musées, voilà, en finançant des rénovations ou une aile ou une machin. Donc par exemple le musée du Louvre, le Met à New York, etc. Et elle se bat pour que on enlève le nom de Sackler de tous ces endroits culturels parce que elle trouve que les mettre en valeur ou leur rendre hommage alors qu'ils ont une politique quand même très bof sur le traitement à la limite au début on peut se dire bon ils savaient pas etc, mais au bout d'un moment non, on se rend compte que bon manifestement ils savent et ils font rien. Donc voilà, c'est très fort, c'est très politique, très engagé, mais j'ai trouvé très bien. Et en parallèle, je vous renvoie aussi à un post Instagram de Cécilie, je vous mettrai son compte en barre d'infos,
qu'elle a fait sur Nan Golding aussi, qu'elle avait étudié pendant ses... Donc Cécilie, pardon, c'est une illustratrice qui fait du travail super sur Instagram, et qui avait étudié cette photographe pendant ses études, et qui l'a... Enfin pas réanalyse, mais la voit d'un autre œil aujourd'hui, enfin la voit avec les années qui ont passé, et fait une analyse de son travail, ou de certaines parties de son travail qui peuvent être voilà, touchy, on va dire, très délicates, et son post était très intéressant, il est assez récent, donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc ça, c'était celui que j'ai bien aimé. Et le deuxième, je suis allée voir, pour accompagner un pote qui voulait le voir, Les Trois Mousquetaires. J'avoue que moi toute seule, je pense pas que j'y serais allée. Bon bah voilà, je suis pas très surprise, c'était pas nul, mais j'ai trouvé ça un petit peu long, je me suis un peu ennuyée. Il y a deux choses quand même où... je vous spoil rien du tout, c'est juste des remarques, même si vous l'avez pas vu, peu importe. Mais il y a un truc, c'est que comme ça se passe au Moyen-Âge, bon bah ils sont tout sales, etc. pour nous faire comprendre que c'est le Moyen-Âge. Sauf que là, je me dis quand même, il y avait de l'eau au Moyen-Âge, ils peuvent se passer un petit coup d'eau de temps en temps. On dirait vraiment qu'ils sont allés, ils ont arrosé des géraniums 1 heure avant, ils se sont mis les mains dans la terre et ils se sont frottés. Enfin, c'est vraiment très, y compris quand ils sont en train de parler au roi. J'imagine, je sais pas s'il y avait une toilette avant d'aller parler au roi, mais j'imagine quand même qu'on leur a peut-être dit astique-toi un peu le visage, je sais pas, donc ça m'a saoulé. Après, j'ai une autre copine qui m'a dit il y a un personnage qui a des lunettes et qui avait pas de lunettes à l'époque. Ça, moi, je m'étais pas fait la réflexion, mais elle me l'a dit. Et il y a une dernière chose, c'est que D'Artagnan, je pense le personnage de D'Artagnan dans Les Trois Mousquetaires, il doit être très jeune, j'imagine, parce que bah, dans le film, quand les gens le rencontrent plusieurs fois, on dit « Oh, mais ce n'est qu'un enfant, comment peut-il se battre, ce n'est qu'un enfant, etc. » Or, D'Artagnan est joué par François Civil, que j'aime beaucoup, mais clairement, on se dit pas « ce n'est qu'un enfant ». On dirait pas qu'il a 17 ans, ou... Voilà, donc j'étais là, bah... Soit vous enlevez ça du dialogue, soit vous prenez un acteur plus jeune, mais en fait laissez le c'est un enfant et mettre François Civil, qui a l'air d'avoir le même âge à peu près, peut-être un peu plus jeune que les autres mousquetaires, mais voilà, on dirait qu'il a 30 ans et que les autres ont plus 40 ans, quoi. Donc dire que c'est un enfant, je sais pas, c'est bizarre. Et pareil, visiblement, il n'y a pas que 3 mousquetaires, il y en a, c'est toute une, pas une armée, mais un grand groupe de gens, et on comprend pas trop, je trouve, dans le film, pourquoi ceux-là sont aussi mis en avant, aussi exceptionnels par rapport aux autres. Enfin bon, bref, après... donc le pote avec qui j'étais, qui aime bien les films historiques, a beaucoup aimé, et les potes à qui j'en ai parlé, des filles, ont beaucoup aimé aussi, donc je suis la seule qui... Et encore une fois, j'ai pas détesté, mais bah, mes deux acteurs que j'aimais bien dedans, Romain Duris et Pio Marmaille, en fait on les voit pas beaucoup, là je vous spoil pas non plus, mais c'est ceux qu'on voit le moins, et donc bah, j'étais un peu déçue aussi. Et aussi, ah bah j'ai encore un truc, je vous le dis ou pas? Alors, si vous l'avez pas vu et que vous voulez pas être... c'est pas du spoil, mais c'est une petite critique, mais c'est sur l'histoire, donc si vous l'avez pas vu et que vous voulez le voir, je vous mets un « aller à tel moment », voilà. Hop, donc c'est bon, je reprends. Il y a évidemment une histoire d'amour, et enfin, je sais pas... Enfin, je sais pas, moi, dans ma vraie vie, j'ai jamais fait ça. Personnage masculin arrive, personnage féminin arrive, ils se regardent, et hop, ils sont amoureux. Alors, je veux bien que ça arrive, mais quand même, une petite conversation pour confirmer les premières impressions, c'est toujours sympa. Et là, bah, ils se parlent 10 secondes, puis 20 secondes, puis 1 minute, puis 10 secondes. Donc moi j'y crois pas du tout. Voilà. Welcome back à ceux qui ont passé un petit peu plus vite. Donc voilà, c'est fini, j'arrête de parler des Trois Mousquetaires. Ensuite, bah, je vais passer au podcast parce que j'ai pas regardé de trucs nouveaux sur Netflix, j'ai juste continué des séries dont je vous ai déjà parlé, donc pas gros intérêt. Mais si vous avez des suggestions de nouvelles séries sur Netflix, n'hésitez pas à balancer. Ensuite, en podcast, alors j'ai écouté... Le premier, c'est Les Ex de François. Donc c'est une série qui est inclue à Le Cœur sur la table, qui était fait par Victoire Toyon, et c'est un hors-série, c'est-à-dire que c'est 6 épisodes, mais c'est pas fait par Victoire Toyon, c'est fait par Judith Duportail, et c'est une forme très originale. En fait, c'est une fille qui, en parlant à un pote, donc c'est François, elle lui parle de... Enfin, ils discutent de ses ex, etc. Et en fait, il lui prend une curiosité à la fille, et elle se met à faire une enquête sur les ex de François,
Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça, et elle le dit aussi, elle, que c'est un peu bizarre, mais elle explique le pourquoi, du comment et tout ça, et j'ai trouvé ça assez plaisant à écouter. Ça m'a pas changé ma vie, hein, clairement, mais j'ai trouvé ça fun. En tout cas, j'avais envie de la suivre. Ensuite, dans le cœur sur la table, il y a un autre hors-série qui est de Ovidie, et qui est la dialectique du calbutsal. Donc Ovidie, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le livre Libre, elle a fait plusieurs séries documentaires en podcast, pas que dans le cœur sur la table, mais celle-ci, c'est donc la dialectique du calbutsal, et là, elle fait une série de podcasts pour un peu analyser le fait qu'une fois, euh, voilà, elle passe la nuit avec un homme, et en fait à 3 h du mat, lui il part un peu comme un voleur, et son caleçon est par terre près du lit, et il lui dit je te le laisse, et il part. Et en fait j'ai l'impression que ça l'a fait bugger complètement Ovidie, et qu'elle voulait à la fois comprendre pourquoi il avait fait ça, pourquoi elle l'avait pris comme ci ou comme ça, etc. etc. Et pareil, j'ai trouvé ça assez agréable à écouter. Alors après, il y a un moment où on se dit, non mais elle se prend trop la tête pour... et elle le dit elle-même, en se disant pourquoi j'analyse tout ça, mais c'était assez rigolo. Et en fait, pour les deux podcasts dont je viens de vous parler là, en fait ça part de trucs qui paraissent un peu anodins ou très perso, et de temps en temps il y a des petites phrases d'analyse et des pistes de réflexion qui sont hyper intéressantes, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et le dernier que j'ai écouté, c'est un épisode de La Poudre, donc de Lorraine Bastide, et c'était celui avec Shirley Soignon, que j'aimais déjà beaucoup, que je n'ai jamais vu en spectacle, mais apparemment c'est pas pour tout de suite parce que visiblement elle fait un break, mais je la trouve d'une sagesse folle, qui, quand elle parle, c'est très posé, c'est très machin, il y a beaucoup de recul, que ce soit sur sa carrière, sa situation, ce qu'elle a fait à ce moment-là, etc. Enfin vraiment très, très sympa. Et enfin, dernière partie qui va prendre les 3 quarts de la vidéo, on le sait, tout ce qui a trait à la lecture. Alors la première chose dont je voudrais vous parler, c'est une maison d'édition qui s'appelle Landriag, et c'est Frédéric qui m'a contactée, voyant que je me mettais bien à la lecture, elle avait regardé mes vidéos et elle voulait savoir si j'accepterais d'en parler. Donc c'est une petite maison d'édition associative qu'elle a fondée pour pouvoir publier des auteurs qui trouvent pas forcément de maison d'édition, peut-être parce qu'ils sont pas assez connus ou parce que leur manuscrit correspond pas au truc marketing en vogue à l'instant T, et je trouve ça hyper cool comme initiative. Donc il n'y a pas un catalogue énorme puisque c'est vraiment à échelle humaine, mais il y a déjà au moins 3 ou 4 titres qui sont disponibles, et surtout, je crois que ça a été fondé par 2 femmes, donc c'est pour ça que je dis elles. Elles ont créé le prix Guillaume de Loris, et là c'est la première année qu'elles font ça. Et donc c'est un prix qu'elles ont créé pour récompenser un roman pour adultes inédit. Donc c'est ouvert à candidature. Je me suis dit que j'allais en parler encore plus, parce que peut-être que vous êtes sur un manuscrit depuis hyper longtemps et que vous savez pas trop quoi en faire ou à qui l'envoyer. Peut-être que si votre œuvre correspond aux conditions de ce concours, vous pouvez essayer. Il faut envoyer les manuscrits avant le 15 juin, je crois. Oui, 15 juin 2003. Je vous mets toutes les infos en description. Vous aurez un lien pour aller vers le règlement et voir tout ça. Et puis, si vous l'envoyez, je vous souhaite bonne chance, et puis j'espère que vous aurez le prix Guillaume de Loris. Ensuite, deuxième chose liée à la lecture, mais qui n'est pas un livre, petite révolution des réseaux sociaux que je ne pensais pas faire un jour, je me suis inscrite sur TikTok. Tout ça parce que, attention, j'ai découvert BookTok. Je sais pas si vous connaissez, mais BookTok pour les gens qui aiment lire. Alors, il y a un énorme courant sur les romances, fantasy, l'imaginaire, etc. Mais pas que, il y a aussi d'autres lectures. Et donc BookTok, c'est toute une communauté qui parle de livres toute la journée, dans tous les sens, de plein de formes possibles. J'y suis depuis, allez, une semaine, peut-être. Ouais, je crois une semaine. Les trends, les grosses tendances que j'ai découvertes, c'est les classements de bibliothèques, la déco, les bibliothèques parfaites, les annotations de livres, le carnet de lecture, comment on le garde pas, combien de pages j'ai lu aujourd'hui, enfin vraiment, si vous aimez la lecture, c'est un monde qui s'ouvre un peu, je pense que c'est énorme. Alors moi je me force vraiment à pas y passer trop de temps, parce que je découvre à quel point TikTok c'est facile d'y rester 20 minutes quand on a prévu d'y rester 15 secondes, mais depuis que je l'ai ouvert, je poste une mini vidéo tous les jours et ça m'amuse beaucoup.
déjà, et alors c'est très différent de YouTube, et ce que j'adore, c'est que c'est des vidéos de... Allez, si c'est 1 minute, c'est le bout du monde, et donc bah, je me filme en 2 minutes, je fais le montage en 1 minute, et je poste, et par rapport à mes vidéos YouTube qui font 45 minutes, que je mets 2 heures à monter, etc., j'avoue que c'est très relax, ça fait très vacances. En fait sur Instagram, je veux pas parler au quotidien de ce que je lis tout le temps, etc. Donc je poste vraiment mes coups de cœur ou ceux où je me dis vraiment allez-y, c'est important de le lire et tout. Mais sur TikTok, ce que je fais, c'est que je documente vraiment dès qu'il y a un truc qui se passe lié au livre. Je raconte pas ma vie ni rien, c'est que des livres, mais voilà, je commence tel livre, j'ai trouvé telle citation que je trouve cool, bah là, la pile de livres au mois d'avril, j'ai lu ça, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez suivre mon quotidien livresque, eh bien n'hésitez pas à aller voir sur TikTok si vous y êtes. En tout cas, je m'amuse bien là-bas, je sais pas si ça durera longtemps, je sais pas si ça marchera ou pas du tout, mais, mais c'est assez fun. Ensuite, on va parler lecture, mais on va parler des livres que j'ai lus. Alors, le premier s'appelle Le Titanic fera naufrage de Pierre Bayard. Je ne l'ai pas beaucoup aimé. En fait, je m'attendais vraiment à un truc vachement bien, et je pense que c'est bien, mais vu mes attentes de fou, eh ben, j'ai été un peu déçue. En gros, il analyse les écrits qui ont, alors pas forcément annoncé parce que c'était pas il va se passer ça, mais des écrits qui ont parlé de choses qui se sont passées plus tard. Donc c'est un peu comme si c'était de l'anticipation, mais c'était pas vraiment fait exprès. Par exemple, et d'où le titre Le Titanic fera naufrage, c'est qu'il y a un livre qui a parlé du Titan, le plus gros paquebot jamais construit, qui a fait naufrage lors de sa première traversée contre un iceberg alors que tout le monde pensait que c'était un submersible, etc., etc., 14 ans avant le drame du Titanic. Et donc, en fait, je pensais que ce serait un peu montrer comment la pensée, le fait d'écrire quelque chose, de permettre à l'imaginaire de faire quelque chose, pouvait peut-être le rendre réel, ou je sais pas, je m'attendais à un truc comme ça, et en fait... bah, je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu long. Il y a des exemples sur des guerres, sur des régimes politiques, sur tremblements de terre, enfin il y a plein d'exemples différents. C'était pas nul du tout, mais c'est pas tellement ce à quoi je m'attendais, et du coup, bah, la fin, je suis passée un petit peu vite, je lisais une phrase par page, et voilà, je l'ai pas vraiment fini. Ensuite, j'ai lu The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society, qui en français s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai le titre exact quelque part. Et alors celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Il est écrit par Mary-Anne Shaffer et Annie Barrows, donc j'ai trouvé ça très joli aussi. À la fin du livre, elles expliquent. Mary-Anne Shaffer, c'est l'autrice du départ, et en fait, elle est tombée malade à un moment et elle n'a pas pu terminer, et elle a demandé à sa nièce, qui était autrice aussi, de pouvoir le terminer. Donc elles l'ont écrit à 4 mains, et je trouve ça très joli aussi comme histoire de famille. Alors, c'est un roman épistolaire, moi je suis pas fan de cette forme-là, du coup, les 2-3 premières lettres, j'étais là, on sait jamais qui écrit à qui, enfin voilà, ça me rebutait un tout petit peu, et en fait, dès qu'on met un tout petit doigt dans l'histoire, on a juste envie de lire les lettres d'après et d'après, et au final, on se retrouve assez vite sur qui est qui. Voilà, au pire, on peut prendre des notes sur un petit papier, mais même moi, je l'ai pas fait, et je m'y suis retrouvée. Donc c'est en gros des habitants de l'île de Guernesey qui écrivent à cette jeune autrice un peu connue, journaliste anglaise, et qui raconte l'occupation de l'île pendant la Deuxième Guerre mondiale, et leur échange de lettres se fait en 1946, donc vraiment à la sortie de la guerre. Et c'est à la fois très fort, très joli, il y a des passages un petit peu durs, enfin vraiment l'écriture est très belle, il y a des passages où j'ai ma petite larme qui est coulée, mais parce que c'était beau, pas parce que c'était genre voyeur ou triste ou quoi que ce soit. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Je sais qu'il a eu un succès phénoménal et que probablement beaucoup d'entre vous l'ont lu, mais moi j'étais un peu passée à côté. Je me souviens avoir vu le film, la bande-annonce du film, mais j'ai pas vu le film et j'ai pas trop envie de le voir, vu que j'ai tellement aimé le livre, je sais pas, ça me dit trop rien de le voir. Si vous l'avez jamais lu et que vous êtes un tout petit peu curieuse, et ben vraiment, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu une BD qui s'appelle Elle froide de Jean-Marc Rochette et Olivier Boquet. Et alors,
celle-ci, enfin vraiment, c'est une très 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 belle BD. Pour les dessins, alors je vous avoue que c'est pas ce que enfin, le style graphique est quand même un peu rude et il y a beaucoup de traits très foncés qui font un peu penser soit aux ombres, soit c'est dans la pénombre, soit c'est dans... Mais des fois ils sont en plein grand soleil et il y a quand même ces gros traits noirs, mais ça empêche pas du tout de... Voilà, d'avoir une lecture agréable, et l'histoire est vraiment... Ouais, on a vraiment envie de le suivre. En fait, c'est Jean-Marc Rochette qui raconte son début dans la grimpe, dans l'alpinisme, etc. Et ses premières années, et puis sur vraiment plusieurs décennies. Je l'ai trouvé hyper bien. Donc le titre complet c'est Aile froide, altitude 3954. C'est chez Casterman et voilà, je vous le conseille. Ensuite j'ai lu Partez devant, je vous rejoins. Alors il y a un titre où c'est à moitié barré. Le titre complet, si on lit tout, c'est Partez devant, moi Sarah avec mon handicap, je vous rejoins, inventive et déterminée. C'est édité par les ateliers Henri Dougier. Et donc c'est l'histoire de Sarah, c'est un récit de sa propre vie, qui nous raconte son quotidien de sa toute petite enfance, de l'école, etc. avec sa myopathie. Comme c'est à la première personne, on la suit vraiment elle, et donc c'est très loin de tous les clichés qu'on peut avoir sur le handicap, de toutes les choses qu'on peut penser. Il y a plein de choses très amusantes, très gaies, et puis on se rend compte à quel point aussi l'organisation de notre société n'est pas faite pour les gens en fauteuil roulant ou les gens avec une myopathie, et ça parle aussi beaucoup de son émancipation, de ses parents, de son indépendance, de sa prise d'indépendance, etc., de son cheminement là-dessus, et je l'ai trouvé vraiment très joli ce récit. Donc c'est Sarah Salmona, je vous ai même pas dit son nom, qui est prof de français, je crois en région parisienne il me semble, et qui a été, moi je savais pas avant de lire son livre, mais visiblement elle a fait parler d'elle un peu quand elle a fait une vidéo qui s'adressait au président Macron, je sais pas si c'était une réforme ou un nouveau statut de je sais pas quoi, où elle avait perdu ses aides à domicile qui passaient de 8 heures à 2 heures par jour, où clairement elle en 2 heures par jour c'était vraiment insuffisant, et donc son nom a été un peu visible à cette époque-là, mais son livre est très bien. Alors le suivant, j'ai lu Les longueurs de Claire Castillon. C'est un... Alors, trigger warning si ça parle de sujets très sensibles, donc si vous n'avez pas envie d'entendre, je vous mets aussi un timecode ici. Le trigger warning, c'est sur pédocriminalité, inceste. Donc voilà, n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo. En fait, je sais pas trop quoi en faire. Donc c'est une jeune fille qui raconte à la première personne une histoire, énorme guillemets, avec le meilleur ami de sa mère, qui a donc l'âge de sa mère, et, qui, elle, en fait, croit que c'est une histoire. C'est pour ça que je dis histoire. Moi, ça vient pas de moi du tout, ce titre, mais en gros, elle, quand elle le vit, elle pense que c'est de l'amour, etc. Et c'est en fait, là où je sais pas trop quoi en penser, c'est que c'est édité chez Gallimard, la collection Scripto. C'est un livre destiné aux adolescents et adolescentes. C'est pas hyper cru ou quoi que ce soit, mais c'est raconté de façon assez factuelle et par les yeux de cet enfant, et on voit aussi bien les dégâts que ça peut faire, l'incertitude, la manipulation, etc. Et en fait, là où ça me perturbe, c'est que je me dis à partir de quel âge est-ce qu'on peut lire ça? Si vous le connaissez ce livre et que vous avez des enfants par exemple, est-ce que vous leur avez fait lire? Est-ce que vous leur en avez parlé? Je pense que faut pas le lire trop tôt non plus, mais c'est bien d'être au courant quand même pour peut-être pouvoir détecter les signes chez quelqu'un d'autre, ou pouvoir savoir que c'est pas bien, savoir que c'est pas normal, savoir que voilà. Et du coup je le trouve à la fois hyper bien, hyper important, et à la fois il pose plein de questions par rapport au fait que ce soit dans cette collection. Je trouve ça bien, mais je me demande à partir de quel âge, ça dépend j'imagine aussi des ados, de la maturité ou je sais pas, de la personnalité de chacun, mais en tout cas, moi je l'ai lu, je ne suis pas ado, loin de là, et je l'ai trouvé très bien aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, on revient pour ceux et celles qui ont passé ce moment. Et donc les deux derniers dont je veux vous parler, je les ai pas encore finis, mais j'y suis presque, à mon avis, dans quelques jours ce sera bon. Duquel je vous parle en premier? Je vais vous parler de celui-ci.
Il s'appelle Journal positif, je le trouve trop beau, d'un point de vue graphisme c'est trop joli. On dirait un peu de la gravure aussi. Et donc c'est le journal de Rémi, qui a d'abord écrit un blog, et en fait son blog a été remis sous forme de livre. Et je vous en parle pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai rencontré Rémi, qui est un garçon adorable que j'aime beaucoup, et donc c'est lui qui m'a parlé de son livre, et donc je l'ai acheté et je l'ai lu, j'ai presque fini. Et aussi parce que c'est un livre qui peut vraiment servir d'éducation et pour la prévention aussi, notamment de la sérophobie. Donc la sérophobie, c'est tous les comportements discriminants pour les personnes qui sont séropositives. Et donc sur son blog, Rémi racontait son quotidien de personnes séropositives et de... ça peut être le jugement des autres, l'annonce, le traitement médical, les conséquences sur le poids par exemple, les conséquences aussi sur sa vie amoureuse, etc. Et donc c'est plein de choses très factuelles, très de la vie de tous les jours, et c'est pour ça que je le trouve hyper bien ce livre, parce que ça peut être aussi bien répondre à plein de questions si on est touché directement, ou si un proche est touché, ou juste pour s'éduquer un peu, comme sur plein de sujets. Je pense que si on a un peu des bases, le jour où on est en face d'une personne qui est concernée, on a peut-être des questions moins bêtes, ou des réactions moins bêtes aussi. Et oui, c'est pas très grave d'avoir une question ou une réaction un peu bête, mais quand on peut s'imaginer de l'autre côté que la personne, elle a 25 réactions ou questions un peu bêtes dans la journée, et ben ça doit être très lourd. Je pense que là on est tous d'accord. Je vous conseille vivement sa lecture, donc ça s'appelle Journal positif, c'est les éditions Haro, il coûte 35 € et tous les bénéfices sont reversés à une association dont j'ai plus le nom en tête, mais je vous le mets quelque part. Et il n'est imprimé que sur commande, donc vous pouvez, alors vous pouvez le commander sur Amazon, mais comme on aime bien les petits libraires indépendants, on va plutôt aller le commander chez un libraire. Moi par exemple je l'ai commandé sur le site de la librairie où je vais tout le temps, et il est arrivé en 4-5 jours, donc comme une commande normale. C'est pas parce que c'est imprimé que ça prend des semaines et des semaines. Ah oui, et dernier truc sur Rémi, il est en train de monter une librairie, alors c'est pas encore fait, mais il habite à Bordeaux et il est en train de monter une librairie de beaux-arts. Donc si les arts vous intéressent et que vous êtes pas loin de Bordeaux, n'hésitez pas à aller sur son Instagram, le nom de sa librairie ce sera Coup de cœur. Et donc là, en ce moment sur Instagram, il documente les démarches, les visites, les angles qu'il veut prendre, est-ce qu'il va plutôt aller dans cette direction, et donc si aussi la vie de libraire vous intéresse, ça peut être hyper intéressant pour vous de voir un peu l'envers du décor et de pouvoir suivre l'évolution et la création de sa librairie au fur et à mesure. Et enfin, le dernier, que j'ai pas tout à fait fini encore, mais presque, il s'appelle « Et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes » de Amanda Castillo chez l'Iconoclaste. Là, c'est plus un essai, et c'est l'analyse que, en gros, les femmes sont des objets périssables, sont des objets périssables, et que, formidable, tout le monde les trouve géniales et belles et séduisantes et attirantes à 20 ans, ça passe encore à 30, et puis à 40, on devient complètement invisible, et alors évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais elle analyse ça par les médias, par les livres, par des citations, etc. Donc c'est plus le paysage médiatique, mais pas que, l'analyse de certaines destinées, de certaines vies et tout ça, qui montre que on tend à ça, même si, évidemment, il y a plein d'exceptions. J'ai beaucoup aimé le passage, notamment, où elle parle des acteurs et des actrices dans les films, où les actrices qui jouent la mère ont 1 an de plus que l'acteur qui joue le fils, où les frères et sœurs ont en fait 25 ans d'écart, ou enfin plein de choses comme ça, où vraiment on sent que les actrices vieillir, c'est pas recommandable du tout. Il y a plein de citations que j'ai trouvé trop bien, et hyper intéressante, et d'ailleurs c'est un des trucs que je fais sur TikTok, du coup, c'est lire telle phrase et voir ce que les gens en pensent, ou ce que moi ça m'évoque. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vois mon pull qui est derrière moi, que j'ai un tout petit peu avancé depuis la dernière fois, mais pas vraiment. Oh, je vous avais dit que je mettrais le pull que j'avais fini, alors je l'ai cousu, mais j'ai pas encore rentré tous les fils, donc quand je peux le porter, mais en gros il y a plein de fils qui traînent par terre. Donc je vous rappelle que c'est monsieur qui l'a tricoté, parce que c'est très important pour lui que je dise pas que c'est moi qui l'ai tricoté. C'est bon, je l'ai dit. Merci.
Donc voilà, mais ça donne ça, il y a plein de... Vous voyez, il y a plein de fils qui pendouillent. J'ai déjà porté malgré les fils que j'avais réussi à rentrer dans mon pantalon, mais il est hyper agréable et il est bien chaud, et je trouve très très beau. Voilà, donc j'ai oublié de le porter parce qu'il fait bon aujourd'hui, donc je voulais pas mettre un gros pull, je le porterai une autre fois. Et donc celui-ci, bah... Est-ce qu'il sera fini la prochaine fois? Je pense pas, on va être honnête. J'espère que ça a pu vous intéresser et que vous avez trouvé des suggestions de trucs à écouter, regarder ou lire. N'hésitez pas à me mettre vos suggestions aussi dans les commentaires. Je les lis tous comme d'habitude. Et je vous dis à dans un mois pour les top et flop du mois de mai. Et sans doute un petit peu avant pour la coloration de la folie. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à plus. Ciao!